Voici l'histoire d'une petite parcelle forestière située dans le Grand Est de la France. Cette petite parcelle bénéficiait du Fonds forestier national et s'est vue rapidement recouverte d'épicéas. Le temps passa et la petite parcelle se sentait utile et fière de ces résineux qui grandissaient tranquillement. Elle les protégeait et essayait de leur apporter le meilleur qu'elle put, malgré la mauvaise humeur du climat qui, à mesure qu'il vieillissait, devenait de plus en plus têtu. Le climat se montrait souvent avare d'eau et montait facilement en pression. On peut même dire qu'il perdait la tête parfois, avec ses sauts d'humeur de grande amplitude. À force, les enfantillages du climat fatiguaient la petite parcelle et son peuplement le ressentait. Puis, un jour, le scolyte, qui avait déjà causé quelques problèmes auparavant, était de retour, plus puissant et plus déterminé que jamais. Il avait grand faim. Alors, le squelette. Et la petite parcelle, presque sans défense, perdit toute sa monoculture de résineux dans le festin du roi scolyte. Pauvre petite parcelle, toute chamboulée, toute désorientée, elle n'avait rien vu venir et ne savait plus où aller. Que faire dans ce monde si cruel ? Heureusement, le scolyte lui avait laissé quelque chose. Une carte, semblerait-il. Une carte qui trace l'itinéraire à suivre pour mieux comprendre comment se régénérer et retrouver un peuplement tout neuf et tout résilient. Mais, au vu de la carte, le chemin allait être compliqué et semé d'embûches. Mais comme la petite parcelle n'avait rien de mieux à faire, elle se mit à suivre les différentes étapes du plan. La parcelle se rendit d'abord chez son propriétaire pour qu'il vérifie son état de santé. Oh, mon propriétaire. Oh, je suis si désespéré. La vie, elle a plus aucun sens. Tu dépensais. Oh, tu comptais gagner de l'argent pour moi. Et tu dépenses. Et aujourd'hui, regarde. Tout ce que tu récoltes, c'est les pots cassés. Bonjour mon petit, mais relève-toi, allons sèche tes larmes. Il n'est pas le temps de pleuvoir, regarde, ça serait dommage, tu n'as plus d'arbres à faire pousser. Bon, écoute, rassure-toi. La forêt a un potentiel symbolique bien trop fort pour que je puisse te laisser à blanc comme ça. Et puis on ne fait pas tout ce qu'on veut. Quand on a une parcelle qui est déboisée, on la reboise, et le plus vite possible. Mais en prenant son temps quand même, parce qu'il faut réfléchir. Alors réfléchissons. Le scolyte pose problème depuis 2018, je crois. C'est un moment phare dans l'histoire de la filière. C'est une opportunité même à saisir, tu vois, pour qu'elle se remette d'appoint. C'est tellement une opportunité à saisir que ça me fait penser. Écoute bien ce que je vais te dire. On a eu le bug de l'an 2000, nous, il y a quelques années. Et ben, cette fois-ci, c'est votre tour. Le scolyte va chambouler tellement de choses que pour vous, on pourrait parler de bug de l'an 2018. Surtout quand on sait qu'en anglais, bug signifie insecte. Eh bien, grâce à ce bug de l'an 2018, la filière tout entière va se ressouder et réagir communément pour trouver une solution à cette crise et devenir plus résilient. Alors t'inquiète pas, parcelle. Va, suis ta route et trace ton destin, parce qu'il est encore long. La parcelle arriva chez le chasseur, qui d'ailleurs était en train de boire. Mais c'est pas vrai, mais ça changera donc jamais. Vous avez pas fini avec vos jugements hâtifs là ? On peut plus boire de l'eau tranquillement. Non mais, on n'aura jamais fini les amalgames avec des ignorants pareils, c'est pas possible ça. Quoi ? Pardon, chasseur, de vous déranger, mais voilà. Je souffre de trop de gibier. Alors, ça me gratte quand j'essaie de me régénérer, et alors j'y arrive pas. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Eh bien, ta pertinence me plaît, mon petit. Écoute-moi bien, dans la vie, il y a deux types de chasseurs. Il y a le bon chasseur et... je vais peut-être pas m'embarquer là-dedans. N'empêche qu'il y a quand même deux types de chasseurs. Il y a ceux qui pressent la détente et il y a ceux qui se détendent avec un peu de pression. Moi, c'était de l'eau. Hein. Mais n'empêche que, dans la vie, il y a les chasseurs qui sont bien entendu conscients de l'enjeu de régulation et qui s'impliquent et appliquent les quotas de tir des grands ongulés, notamment le cerf et le chevreuil. Et puis, il y a les autres qui ne se sentent pas forcément concernés par tout ce qui est impact de la faune sur la flore et qui ne voient pas forcément plus loin que le bout de leur nez. C'est peut-être pour ça, me diras-tu, qu'ils ne tirent pas assez. Mais alors, et moi, qu'est-ce que je peux faire pour me protéger ?
Protège tes plants. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut protéger, soit de façon individuelle, soit avec des clôtures, si tu fais plus de 1 ou 2 hectares. Mais faut plus hésiter, hein, tant que tout le monde ne jouera pas le jeu, faut protéger les plants, sinon ça ne poussera pas. Par contre, va falloir doubler la mise. Hein. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas plutôt des moyens financiers à la régulation plutôt qu'à la protection? Eh ben, en soi, les deux stratégies sont nécessaires finalement, si elles sont bien menées. Mais pour qu'elles soient bien menées, il faut une bonne organisation. Et faire des variations de pression dans l'espace et dans le temps. Eh ben, les bonnes organisations, on en est loin encore, très loin. Et l'enjeu sylvo-cynégétique, beau être un enjeu des plus importants, il reste insolvable. Mais par contre, écoutez, moi, ce que je peux faire pour vous, à la limite, c'est continuer mon travail de régulation. Et puis, sinon, si vous avez des soucis peut-être financiers, je vous conseille d'aller voir l'assureur quand même. On sait jamais, des fois que... D'accord. Merci, monsieur le chasseur. Et puis... Cap sur l'assureur. La parcelle arriva chez l'assureur. Oh, encore une. Bonjour, parcelle ravagée. Avez-vous subi des dégâts liés à des incendies ou une tempête? Bonjour, non, je me suis juste pris des scolites. Désolé, nous ne pouvons rien pour vous, nous ne prenons pas en charge les risques sanitaires liés aux parasites. Au revoir. Pourquoi? Pour 2 raisons, la première et la deuxième. Au revoir. Non mais, merci, mais c'est quoi la première raison? La première raison, c'est le risque de dol. Ça veut dire qu'on ne peut pas prouver, au moment de la signature d'un contrat de vente, que vous étiez effectivement parasité ou non. Et la deuxième, c'est quoi? Eh bien, la deuxième, c'est le risque d'effondrement du système entier, le système assurantiel, qui peut s'effondrer d'un moment à l'autre. Parce que si vos dégâts, là, ils se répandent sur le territoire, et que nous, on prend en charge ce type-là de dégâts, eh bien, qui c'est qui s'effondre? C'est Bibi. Alors non, nous n'assurerons pas votre parcelle. Et puis surtout qu'à l'heure qu'il est, là, rien qu'avec les risques incendie et tempête, hein, on est déjà surchargé. On a du pain sur la planche, hein, si je peux dire comme ça, sans mauvais jeu de mots. Je file, hein, je suis désolée. Je demanderais quand même à un propriétaire de prendre une assurance. Hein. Il ne faut plus minimiser les risques aujourd'hui. Surtout qu'ils se multiplient au cours du temps. Non, je me sentirais plus en confiance avec une assurance. Bon, j'ai compris qu'avec le scolite, les assurances c'était compliqué. Bon, tant pis hein, pour l'assureur, mais bon, si j'en crois bien la carte, il me reste encore l'investisseur. Allez hop, c'est parti. La parcelle arriva chez l'investisseur. Tiens, une parcelle forestière sans bois. Intéressant. S'il vous plaît, ne remettez pas le scolite dans l'écorce, hein, ça va. Oh, ne te fâche pas, tu ne perds en rien ta valeur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tu rends toujours des services, que ce soit sociaux ou environnementaux. Tu joues un rôle dans le paysage, tu enrichis l'eau, et ça vaut de l'argent. Certes, mais jusqu'à présent, mon propriétaire il gagnait de l'argent grâce à la vente des bois et aussi grâce à la chasse. C'est intéressant, mais comment ça fonctionne toutes vos histoires? Ah, aujourd'hui ça fonctionne principalement avec le label bas carbone. Tu vises la fonction écosystémique puits de carbone. Et paf! Un investisseur finance ton projet de reboisement. Bon, en échange, tu lui donnes des crédits carbone. Alors attention, faut que ce soit contrôlé. Une communication irréprochable. Parce que sinon, il y a vite fait que ça dégénère. Hein, et puis quelques petites contraintes ajoutées par-ci, par-là. Mais en général, pour le propriétaire, c'est tout bénef. D'ailleurs... tu lui en parleras à ton propriétaire. Hein, Saisir les opportunités en toute intelligence et pertinence. Oui, je lui en parlerai, mais c'est lui qui avisera. Ah. Pas de souci. À bientôt, au plaisir. Hein. En chemin, la parcelle rencontra un pèlerin. Je suis le pèlerin et je pèlerine de chemin en chemin, colportant les dernières nouvelles. Monsieur! Oui, Marcel, vous désirez savoir quelque chose? Alors, oui, j'aurais demandé, j'aimerais savoir comment aider mon pauvre propriétaire à me reboiser. Bingo, j'ai justement la liste des aides 2020 du Grand Est. Elle est aussi longue que mon bras et j'ai le bras long. Alors, qu'avons-nous là? Pour ce qui est des sources de financement,
Les centimes forestiers existent au niveau national. Le FEADER et son inséparable programme le LEADER, en dispositif européen. Il y a aussi le FEDER qui permet la coopération transfrontalière. Pour ce qui est des aides publiques, cette fois, on a l'appel à manifestation d'intérêt Dynamique Bois. On a le dispositif Défi Travaux. On a le dispositif transfrontalier RegioWood. Et pour ce qui est des aides privées qui viennent compléter tout ça, on a le dispositif FA3R, le label bas carbone, le dispositif Plantons pour l'avenir aussi, Reforestation. Mais alors, on peut se demander finalement si toutes ces aides sont utiles. Est-ce qu'elles sont une bonne chose, hein? Demandez-le vous. Mais demande-le moi, toi. Oui, est-ce que ces aides sont une bonne chose finalement? Ah, excellente question, à laquelle on ne peut finalement pas répondre. Enfin, pas simplement du moins. Si on prend l'exemple du Fonds forestier national, hein, eh ben, certains diront que c'était pas une si bonne idée que ça de replanter tous ces monocultures d'épicéas là qui nous donnent du fil à retordre aujourd'hui. Et puis d'autres pensent que finalement, c'était l'opportunité de reboiser des terrains inoccupés, hein, en profitant finalement d'aides faciles d'accès. Alors, c'est du passé tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait pareil, hein, avec les aides actuelles? Le suspense est à son comble, on se demande, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Eh ben, bon, il y a du bon et puis il y a du moins bon, oui, si vous voulez, le scénario laisse un peu à désirer. Parce qu'entre la complexité infâme du système, les démarches administratives inhumaines, les innombrables pièces justificatives à joindre, le film initialement d'action se transforme en comédie dramatique. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est un peu moins le cas pour les aides à fonds privés. À croire que c'est finalement l'administration publique française qui est compliquée. Mais bon, passons. N'empêche que, encore hier, j'avais le Père Noël au téléphone. Hein. J'ai le bras long, je vous disais. Mais il me disait qu'il n'en pouvait plus de tous les forestiers qui lui envoient des lettres et des lettres pour demander une simplification du système d'aide. Ça vous parle, ça? Ça me parle. Non, mais j'ai retrouvé justement, par hasard, une lettre qu'avait écrite mon propriétaire. Je trouve ça chez moi. Il l'a écrite au Saint-Nicolas. Ah non, mais c'est un Lorrain pure souche. Alors, je m'empresse de vous la lire. Hein. Cette année, j'ai été encore plus sage que les années précédentes. Parce qu'apparemment, ça n'avait pas suffi. J'aimerais exactement la même chose. Des aides de reboisement améliorées. Petit 1. Que les objectifs ciblés par les aides soient en adéquation avec les possibilités techniques. C'est pas possible de voir un taux de réussite de 80%. Pas possible de le garantir. Sans engendrer des surcoûts dans la plantation. Il faut revoir le niveau d'exigence. Petit 2. Que les critères d'éligibilité des aides soient revisités. Et surtout, que le déséquilibre sylvo-synergétique soit pris en compte dans les taux de subvention. Et enfin, petit 3, que les dossiers d'aide soient centralisés et homogénéisés. Ah, il signe, s'il vous plaît, c'est Nicolas. C'est voir la détresse. Tenez ça, plutôt. Et, là, c'est la lettre initiale. J'ai la réponse. Et je m'empresse également de vous la lire. Cette année, j'ai décidé de fournir les plus démunis en premier. Chacun son tour. Vous pouvez retenter votre chance l'année prochaine. Pour l'heure, c'est Noël pour les pépiniéristes. Je me suis dit, je ne dis pas ça parce que les débouchés de l'épicéa, c'est uniquement du sapin de Noël. Hein. Non, je dis pas ça. Je dis ça parce que ces pauvres pépiniéristes, longtemps oubliés, sont encore loin d'avoir l'audace de demander une simplification des systèmes d'aide, puisque jusqu'à présent, ils n'en avaient même pas. Aucune aide pour ces faiseurs d'arbres. Alors, grand prince, je leur ai offert le plan de relance. Joyeux Noël! Oui, le plan de relance. Je l'ai là-dessus. Le plan de relance, oui. D'ailleurs, c'est quoi le plan de relance? Le plan de relance, en soi, c'est une bonne opportunité d'investissement. C'est vrai. On parle quand même de 150 millions d'euros qui sont mis sur la table. 150 millions d'euros. Alors, c'est moins que l'Allemagne, hein, mais figurez-vous que c'est pas ça le gros problème du plan de relance, c'est sa durée d'accompagnement. 2 ans. 2 ans d'accompagnement seulement, hein, pour un milieu forestier qui est très lent, trop lent. Et pour une plantation, ça demande au moins 10 ans. Entre le travail du sol, les dégagements, tout ça, c'est pas possible. C'est beaucoup trop court, 2 ans.
Oui, d'accord, mais moi je vois bien, mais c'est quoi le rapport avec les pépiniéristes? Eh ben, les pépiniéristes, si vous voulez, je vais garder. Les pépiniéristes, ils ont été longtemps oubliés et finalement le plan de relance, c'est la seule aide qui les prend en compte, puisqu'il fallait bien les prendre en compte un jour, hein, dans une problématique de plantation. Ce sont les premiers maillons de la chaîne. Et avec le climat, les pépiniéristes, ils doivent repenser toute leur production, parce qu'ils doivent augmenter leur nombre de plants. Ils doivent diversifier les essences, et notamment les essences compensatrices de l'épicéa. Attendez-vous à avoir du chêne Cécile en plaine et du Douglas en montagne. Ils doivent aussi diversifier les origines des plants, et ils doivent réadapter leur technique de levée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, soi-disant, les plants en godet sont un peu plus performants que les plants à racines nues, et qui dit faire lever des plants en godet, dit culture hors sol, sous serre, infrastructure spécifique pour un développement dans des conditions spéciales, et qui dit infrastructure, dit besoin de financement, dit besoin d'aide, la boucle est bouclée. Ouf, allez, au revoir, hein, monsieur. Mal à la tête. Ouais, mal à la tête, la boucle est bouclée. Oui, moi aussi, hein. Ouf, il y a beaucoup de choses, hein. Bon, alors sur la carte, le prochain, ça m'a l'air d'être le scientifique, et lui, au moins, il va me donner des réponses concrètes. Et la parcelle continua sa route. Oh, bonjour Parcelle. Tu veux donner ton cœur à la science? Je ferai de toi plein de petites placettes expérimentales. Faut voir avec le propriétaire, mais enfin bon, en attendant, j'étais venu vous voir pour savoir ce que la recherche proposait comme stratégie de reboisement. Voilà. Attendre 3 ans environ. Attendre 3 ans, attendre qu'un recrue ligneux vienne s'installer sur la parcelle. Et une fois qu'il se sent bien, qu'il est un petit peu stable, vous le capturez et vous le gardez et vous faites des économies. Ça s'appelle la stratégie de l'attente. L'objectif de cette stratégie consiste en cerner la dynamique que va prendre la végétation quand elle évolue dans un environnement naturel. Qu'est-ce que vous en dites, ça? Alors, c'est sûr que c'est intéressant d'attendre, hein. Puis vous, ça laisse encore plus de temps pour faire des expérimentations et pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, quoi. Non, et puis les pépiniéristes, qu'on oublie souvent, ça leur laisser un peu plus de temps. Ça fera du bien quand même, il faut quand même 2-3 ans pour produire un plant. Oui, voilà, c'est vrai aussi, oui. Par contre, une question qui me vient subitement, le fameux plan de relance, là, il est peut-être pas très adapté à cette stratégie d'attente. Il prévoit quand même de donner des financements sur les 2 prochaines années à venir. Bon, après, si on a l'argent tout de suite, là, qu'est-ce qu'on plante? J'attendais cette question. Tout le monde attendait cette question. Tout le monde veut savoir quoi planter. Mais pour le moment, la seule chose sur laquelle on plante, c'est sur cette problématique. Eh bien aujourd'hui, je vais vous annoncer un secret. La réponse qui a fait l'unanimité à cette question, c'est le mélange d'essence, toujours plus de diversité. Et qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? On va y mettre du chêne Cécile principalement. Et puis on y mettra aussi du chêne pubescent, du tilleul, quelques feuillus précieux comme l'érable. On y mettra du cèdre aussi. Et puis en essence secondaire, pourquoi pas des pins. Et puis un peu de mélèze aussi dans tout ça. Mais la question ne repose pas que sur quoi planter. Il faut aussi savoir la technique. La connaissez-vous, la technique? Ah, mais je la connais. Mon gestionnaire dit toujours, le diagnostic stationnel passe avant tout. Mais j'aime bien cette idée de forêt mosaïque, avec des diversités d'essences, un peu partout, différents traitements silicoles aussi. Hein, j'aime bien. Ce qui me séduit surtout, c'est que ça m'éviterait, en cas de problème, d'avoir tout qui est déboisé, d'être entièrement déboisé. Vous en savez des choses, mon petit? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas poser vos questions à votre gestionnaire, là, au lieu de venir m'embêter? Vous savez, mon gestionnaire, il est très occupé. Il est très occupé avec les parcelles qui sont scolytées à côté de chez moi, les plantations qui ont du mal à pousser. Hein, c'est vraiment un travail très fastidieux et qui demande beaucoup de personnel. Et mon gestionnaire, il est très réticent quand j'ai des inconnus. Alors, il passe par du bouche à oreille ou des organismes de confiance. Vous savez, le recrutement forestier, c'est à la fois une affaire d'humains
et une affaire de jeune tige. Bon, vous savez, ce qui m'importe, c'est quand même de ne pas faire partie du quart des plantations qui ont un taux de reprise inférieur à 80%. Ça, je l'ai toujours dit. De toute façon, une bonne plantation, ça passe toujours par un bon travail du sol. Bon, c'est pas le tout, mais faut que j'y aille. En tant que bon chercheur, je dois aller chercher. Bon, des financements, hein. Allez, au revoir. Au revoir. Bon, faisons le point. Après le scientifique, il reste la filière bois. Enfin, la filière bois. Waouh! Tous les acteurs qui restent. Non mais c'est pas possible, j'en finirai jamais. Cette crise scolyte, elle sera jamais résolue. Enfin après, je peux être un peu plus malin. Au lieu d'aller voir tous les acteurs de la filière, j'ai qu'à faire venir la filière à moi. Mais hé! Eh oh la filière! Et les autres aussi, tous ceux qui m'entendent! Rendez-vous autant que possible en forêt! Rencontrez des métiers que vous ne connaissez pas! Ça vous fera du bien de sortir! Et ça fera du bien aux autres d'échanger! Si je peux donner quelques conseils, écoutez-moi bien. Communiquez entre vous pour éviter les tensions. Créez des liens pour fluidifier les démarches. Collaborez pour mutualiser les moyens. Échangez pour partager vos connaissances. Et surtout, reboisez-moi!